Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition des webinaires du département droit et formation sociale. C'est d'autant plus un plaisir que je vois qu'il y a un nombre de participants assez important sur un sujet qui est à la fois très intéressant en lui-même et qui, de plus, est d'une grande actualité, comme les participants nous l'expliqueront, je pense. Ce sujet étant protéger les enfants victimes d'inceste. Quelques mots de présentation, peut-être, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces webinaires du département droit et transformation sociale. Je suis Olivier Décimas, je suis professeur de droit et de sciences criminelles à l'Université de Bordeaux et j'ai le plaisir depuis quelques années de diriger ce département de recherche. C'est un département qui regroupe 8 unités de recherche avec toutes les colorations disciplinaires du droit et de la science politique. Ça représente environ 550 personnes si on compte les doctorants. Et les missions de ce département sont très diverses. Donc, bien sûr, je ne vais pas prendre le temps, vous n'êtes pas venu pour ça. Je ne vais pas prendre le temps de toutes les préciser, mais parmi ces mission, il y a une mission de diffusion de la recherche et de médiation scientifique qui explique la présence de ces webinaires. Ces webinaires portent systématiquement sur des sujets d'actualité et ont pour principe des sujets sociétaux et citoyens. Et ils ont pour principe de mettre en relation, d'une part, des experts du monde universitaire et d'autre part, des représentants de la société civile qui peuvent être associatifs, professionnels, médicaux, etc., pénitentiaires parfois, avocats, magistrats, peu importe, pour discuter de ce projet, pardonnez-moi, de ce sujet et d'apporter un éclairage à la fois accessible et riche. Les sujets donc, que nous avons traités dans ces webinaires sont très, très variés, hein, de la guerre en Ukraine en passant par l'environnement ou les violences conjugales. Et le sujet de ce soir est donc d'essayer de savoir comment peut-on protéger les enfants victimes d'inceste. Je voudrais terminer ces tout petits propos introductifs en prenant le temps de remercier les participantes à ce webinaire. Dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur mon écran, Charlotte Clavry, Adeline Goutenoir, Anouk Gégaud, Caroline Desclos-Salles et Laura Tonadre. Merci infiniment. Merci infiniment également à Clémence Boineau, qui est véritablement la cheville ouvrière du département et qui, de façon extrêmement précieuse, nous aide pour l'organisation de tout cela. Je précise que vous pourrez retrouver la quasi-intégralité des échanges sur la chaîne YouTube du département si vous n'avez pas le temps ou la possibilité d'assister à la totalité des échanges. Voilà. Je vous souhaite des échanges d'ailleurs très fructueux, ce dont je ne doute pas, vu le sujet et vu la qualité des intervenants. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Olivier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 10e webinaire citoyen qui est organisé par le département droit et transformation sociale de l'Université de Bordeaux. Il s'agit du premier de la saison 2023-2024. Ça fait déjà 2 ans que l'on propose cette action. Donc, le thème que nous allons aborder ce soir, en cette journée internationale des droits de l'enfant et du 34e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, sera, comme l'a dit Olivier, comment protéger les enfants victimes d'inceste. Donc, je vous propose de commencer par vous donner quelques chiffres. D'après la Civis, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, qui représente un enfant agressé toutes les 3 minutes en France. Pour ceux qui ont osé parler, seuls 8% des victimes d'inceste ont été crues et protégées. Donc, ces chiffres terribles sont le résultat d'un travail de 3 ans, durant lesquels plus de 27 000 témoignages ont été recueillis par la Civis. Donc, la Civis a d'ailleurs rendu public son rapport et ses préconisations il y a quelques jours. C'est au cœur de l'actualité. Donc, la parole tend à se libérer, très, sûrement trop doucement dans la sphère publique. Ainsi, nous nous souvenons tous des débats occasionnés par la sortie du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui a révélé l'inceste commis sur son frère. Le gouvernement français a lancé ce mois de septembre 2023 une campagne pour lutter contre ces agressions vers les enfants.
on y voit dans un spot publicitaire qui a été diffusé à des heures de grande écoute, une petite fille qui parle de son secret qu'elle partage avec un adulte et dont elle ne peut pas parler, sous-entendu des violences sexuelles que cet homme lui fait subir. Enfin, très récemment, le prix Femina a été remis à Nashino pour Triste Tigre, un livre qui est à la fois un témoignage et une analyse des viols commis par son beau-père durant son enfance et son adolescence. Donc ce sujet qui est ô combien difficile et tabou, nous a cependant semblé très important à aborder dans le cadre des webinaires citoyens que nous organisons au département, car il est en adéquation avec la ligne directrice que nous nous sommes fixée pour cette action, c'est-à-dire aborder des sujets d'actualité sous le prisme du droit à destination du plus grand nombre et pas uniquement de notre communauté universitaire. Il a été proposé par deux enseignantes de l'université qui sont ici présentes et que je remercie encore. Donc, Madame Adeline Goutenoir, qui est professeure de droit privé, et de sciences criminelles au Centre européen de recherche en droit des familles, des assurances, des personnes et de la santé, et qui est également administrative, veuillez m'excuser, ad hoc, et Madame Charlotte Claverie-Rousset, qui est professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'Institut de sciences criminelles et de la justice. Donc, elles seront accompagnées du côté universitaire également par Madame Anouk Jego, qui est doctorante en droit privé et sciences criminelles à l'ISCJ, comme Madame Charlotte Claverie-Rousset. Et nous avons également la chance ce soir d'accueillir deux professionnels qui ont accepté de partager leur expérience sur ce sujet avec nous ce soir, et je les en remercie elles aussi grandement. C'est une chance pour nous dans ces webinaires de pouvoir faire intervenir des membres de la société civile qui sont confrontés tous les jours à ces situations extrêmement difficiles et délicates qu'engendre l'inceste. Donc ainsi, ce soir, nous écouterons Madame Caroline Desclosal, qui est chef du service accompagnement éducatif spécifique de l'AGEP, et Madame Laurie Todadre, psychiatre de l'enfant et de l'adolescence, qui est également thérapeute familiale et systémique. Donc, les intervenantes de ce soir aborderont l'évolution des traitements judiciaires de l'inceste, mais aussi la manière dont sont repérées les victimes et les conséquences sur ces enfants. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet qui est dédié juste en dessous, l'onglet questions et réponses, et nous tâcherons d'y répondre au mieux au fur et à mesure, enfin, à la fin des interventions de ces dames. Donc, assez parlé de mon côté, je passe tout de suite la parole à Madame Anouk Jego. Je vous remercie, Madame Boineau, pour cette ouverture. Afin d'étudier aujourd'hui un sujet aussi complexe que l'inceste et de l'apprécier sous la question de comment protéger les enfants de l'inceste, il semblait nécessaire de préciser dans un premier temps l'évolution de cette notion sous un prisme pluridisciplinaire, de le recontextualiser et d'en saisir brièvement les enjeux contemporains qu'elle pose. Je remercie tout d'abord le département droit et transformation sociale pour l'organisation de ce webinaire, ainsi que Mme Claverie-Rousset et Mme Goutenoir de m'avoir fait confiance pour l'ouverture de ce webinaire et pour introduire la notion d'inceste. Tout d'abord, la notion d'inceste est une notion au croisement de nombreuses sciences, complexe déjà du fait de sa définition et du fait de la multitude de situations qu'elle peut contenir, ce que je vais tenter de démontrer alors dans ce très court exposé qui va suivre. Tout d'abord, l'inceste en tant que phénomène est un interdit social qui semble trouver ses origines très tôt dans l'histoire des sociétés humaines, comme a pu le démontrer notamment Émile Durkheim, par la loi d'exogamie qui prohibait alors les relations sexuelles entre les individus d'un même clan. À ce stade, ce n'était pas la famille au sens d'un ensemble de personnes qui ont des liens de parenté par le sang ou par l'alliance, mais cela s'assimilait davantage à une forme de lien familial spirituel. C'est-à-dire que dès lors que l'on était lié par des valeurs, des normes communes, les relations sexuelles étaient prohibées et entraînaient ainsi des conséquences, des sanctions dans le cas où elles avaient lieu, ordonnées ainsi par le clan. De plus, dès l'Antiquité, à Rome, en Grèce ou ailleurs, des récits mythologiques ou religieux impliquant des unions jugées immorales entre un frère et une sœur, un père et une fille sont nombreux et mettent en exergue une réalité, bien que pas encore nommée inceste. Les mariages et relations sexuelles entre parents sont un interdit social depuis que l'homme vit en communauté et de manière universelle. Le terme inceste, quant à lui, serait apparu dans les écrits religieux aux alentours de 1350. Ce terme vient du latin incestus, qui signifie non chaste, impur, souillé. Au cours du Moyen-Âge, se marier ou encore avoir des rapports sexuels au sein de la famille était prohibé et encourait bien souvent la peine de mort quand ils étaient connus de l'autorité judiciaire. En effet, à cette époque, peu de faits de cette nature étaient remontés à la sphère publique, car tacitement, ils étaient inscrits dans les mœurs que les affaires de famille se règlent en famille.
une réalité que dans une certaine mesure ne nous est pas inconnue aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Toutefois, 2 points doivent être précisés sur la définition juridique de l'inceste à cette époque. Effectivement, il n'existait pas de distinction entre une forme d'inceste consenti qui impliquerait 2 adultes consentants à l'acte sexuel et une agression sexuelle de nature incestueuse par nature non consentie entre un enfant et un parent. La morale et la religion avaient donc pour conséquence de condamner sans distinction les 2 personnes ayant participé à l'acte incestueux. De plus, la notion de famille s'entendait beaucoup plus largement. Elle prenait en compte des liens familiaux de sang et d'alliances plus éloignés qu'à l'heure actuelle en droit civil ou en droit pénal, mais incluait également les parents dits spirituels, c'est-à-dire les parrains et les marraines, par exemple. C'est en raison de tout cela qu'après la Révolution française et l'émergence des théories des Lumières, la France, comme d'autres pays, a pris la décision de décriminaliser l'inceste entre adultes consentants et de dissocier le concept d'inceste, donc lato sensu, et celui d'abus sexuels sur mineurs dans le cadre familial. L'inceste, dans sa dimension lato sensu, apparaît en ligne de fond toujours en matière civile avec la prohibition du mariage entre parents, mais devient inconnu du champ pénal. Ce choix est compréhensible dès lors qu'il n'appartient pas au droit pénal depuis la fin de l'Ancien Régime de poursuivre des faits au nom de la morale ou de croyances religieuses. Il était donc essentiel de distinguer au niveau de la loi pénale la prohibition morale de l'inceste qui ne distingue pas l'inceste consenti entre majeurs d'une même famille et l'inceste non consenti par principe, car impliquant un enfant et un adulte qui usent de sa position d'autorité pour obtenir un acte sexuel, qui concerne dès lors et de fait la loi pénale parce qu'un dol est identifié et une victime également. Dès lors, en 1810, le législateur fait le choix de percevoir le lien de famille dans la commission d'une infraction sexuelle à l'encontre d'un mineur comme une circonstance aggravante du délit ou du crime, de viol ou d'agression sexuelle. Je laisserai le soin par la suite à Madame Claret-Rousset de présenter la place actuelle de la notion d'inceste en droit pénal français. La dimension universelle de l'interdit de l'inceste et cette difficulté sémantique s'observe au travers des différentes législations pénales. Pour exemple, le Canada ou encore la Suisse sanctionnent encore à l'heure actuelle l'inceste au sens lato sensu, sans distinction sous l'infraction pénale d'inceste entre les relations sexuelles entre majeurs consentants d'une même famille et celles impliquant un enfant. Les violences sexuelles, caractérisées par un défaut de consentement du fait de l'autorité de droit ou de fait à l'égard d'un enfant ou de son jeune âge, par exemple, sont sanctionnées au titre d'autres infractions pénales. Ces diversités de réalités derrière le terme inceste peut créer des incompréhensions au regard des contours de cette notion. Il était au cours de ce court exposé dense de présenter les difficultés à minima sémantiques autour de l'inceste. Effectivement, le droit pénal n'a pas vocation à retranscrire et rendre condamnable une pratique immorale aux yeux de la société, mais a vocation en revanche, et ce qu'elle fait dans le texte à minima, à protéger les enfants d'actes sexuels qu'ils subiraient par une personne de la sphère familiale, disposant alors d'une autorité de droit ou de fait et qui en abuserait. La protection de l'enfant des violences sexuelles est de plus depuis quelques années dorénavant exigée par le droit international, européen et national, et au cœur des enjeux sociétaux, suite notamment au mouvement #MeTooInceste à la suite de la publication par Camille Kouchner du livre La Familia Grande. Toutefois, et pour conclure, bien que le droit pénal sur le fond protège les enfants de tels actes, la réalité sociale et statistique présentée précédemment par Madame Boineau de ces actes sexuels interroge collectivement et d'un point de vue pluridisciplinaire de quelle manière peut-on effectivement protéger les enfants de tels abus. La libération de la parole semble être un premier pas, la formation des professionnels, mais également la connaissance de la pratique des relations incestueuses telles que mises en exergue par Dorothée Dessy au sein de son ouvrage Le berceau des dominations que je vous recommande. Le travail et les recommandations de la Civise ainsi que l'étude des auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs dans le milieu familial ou l'échange de pratiques entre professionnels de différents domaines sont des pistes fondamentales qu'il nous faut explorer collectivement et de manière pluridisciplinaire afin de prévenir la consommation de ces infractions et de protéger, in fine, les enfants de ces actes sexuels. Ces temps d'échange organisés comme aujourd'hui par les départements droit et transformation sociale semblent être un très bon canal de communication pour que la société évolue sur ces sujets-là. Je vous remercie. Merci Madame Gégaud pour cette introduction. Donc la parole maintenant va être à Madame Charlotte Cavery-Rousset qui va aborder l'inceste d'un point du point de vue pénaliste. Merci Clémence. Je vais partager
un diaporama en espérant qu'il n'y ait pas de difficultés techniques. Alors, moi, je vais aborder la dimension pénale. Évidemment, en quelques instants, je ne vais pas avoir l'occasion de vous faire une présentation exhaustive. Il faudrait y passer bien plus de temps. Je voulais vous dire aussi à titre préliminaire que moi, je vais vous parler un petit peu de la théorie. C'est malheureusement par là qu'il faut commencer, fixer le cadre des interdits, en tout cas voir comment le code pénal définit cette notion d'inceste. Mais évidemment, en pratique, il y a bien des difficultés. Des difficultés pour repérer les cas d'inceste, des difficultés également pour récolter les preuves. On le sait, c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et encore, quand on arrive à déceler que quelqu'un arrive à parler, on a des difficultés également parce que certaines personnes qui devraient dénoncer ne dénoncent pas. On peut penser, par exemple, aux parents qui, lui, n'est pas auteur, mais qui aurait pu dénoncer, la mère le plus souvent. Voilà, tous ces éléments-là peuvent expliquer qu'il y a malheureusement beaucoup de classements sans suite de la part des parquets ou bien des décisions de non-lieu, des relax, des acquittements. Voilà. Il faut aussi avoir conscience, je vais ensuite rentrer dans le détail, qu'il faut respecter une forme de balance entre, d'un côté, bien sûr, croire la victime, protéger la victime, mais aussi, de l'autre côté, il faut penser au respect de la présomption d'innocence parce que nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs judiciaires. Et il y a certaines affaires tristement célèbres qui l'illustrent. Donc, ces précisions étant faites, je vais traiter mon intervention en deux moments, deux parties. Une première partie sur la définition de l'inceste dans le code pénal et ensuite, j'aborderai de manière là encore non exhaustive quelques particularités procédurales dans le traitement de l'inceste. Alors, d'abord, s'agissant de la définition de l'inceste dans le code pénal, alors on ne trouve pas cette définition telle qu'elle, mais on peut la présenter ainsi. L'inceste correspond finalement à un viol ou une agression sexuelle commis au sein de la famille. Donc, ça va supposer pour nous de définir le viol, l'agression sexuelle, mais aussi évidemment la famille, et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait croire de prime abord, et envisager ensuite les conséquences juridiques liées au fait que l'infraction a été commise au sein de la famille. Alors d'abord, en ce qui concerne le viol et l'agression sexuelle, pourquoi est-ce qu'il est important de distinguer les deux et bien utiliser chacun distinctement, d'un côté le viol et l'agression sexuelle? Parce que le viol est un crime, tandis que l'agression sexuelle est un délit. Et donc, ça a tout un tas de conséquences, à savoir notamment que les peines encourues sont différentes et les règles procédurales sont différentes aussi, notamment en matière de prescription. J'y reviendrai. Donc, il est vraiment important de bien choisir le vocabulaire adapté. Pour commencer avec le viol, alors, quand on lit le code pénal, on apprend que c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. À partir de là, on peut identifier deux conditions: un certain acte sexuel et un défaut de consentement de la victime. Je vais revenir sur chacun de ces points. Pour les actes constitutifs du viol, on a d'abord en premier lieu la pénétration sexuelle. Alors, pardonnez-moi de rentrer de manière un peu crue dans les détails, mais lorsque l'on parle d'infraction sexuelle, c'est un petit peu le passage obligé. Et c'est important parce que ça recouvre tout un tas de réalités pratiques différentes. Donc, la pénétration, ça peut d'abord être une pénétration par un sexe dans un sexe, donc un coït entre un homme et une femme. Mais il peut s'agir aussi d'une pénétration par un sexe masculin dans un orifice autre qu'un sexe féminin, donc tel que la bouche ou l'anus de la victime, peu importe que la victime soit un homme ou une femme. Il peut également s'agir, et là je le précise parce que parfois ça n'est pas bien saisi de la part des non-spécialistes, la pénétration dans un sexe féminin effectuée par un doigt ou l'introduction d'un objet. C'est également un viol, ce n'est pas simplement une agression sexuelle. Depuis quelque temps, la loi intègre à la définition du viol l'acte bucco-génital, ce qui renvoie à la fellation et au cunnilingus.
Une remarque importante, là aussi, je ne vous rentre pas dans le détail sur toutes les évolutions des différentes lois, mais la pénétration ou l'acte bucco-génital peut avoir lieu aussi bien sur la victime que sur l'auteur. Deuxième élément fondamental de la définition du viol, c'est évidemment l'absence de consentement de la victime. Si l'on regarde le texte, on apprend que l'auteur doit utiliser un de ces procédés, la violence, la contrainte, la menace ou encore la surprise. Ce qui renvoie, sans rentrer dans les détails, à une victime en général qui n'est pas discernante. Et c'est bien là tout le problème dans le cercle familial. Souvent, la victime n'est pas en mesure de manifester formellement son refus. Je passe maintenant à l'agression sexuelle autre que le viol. Donc finalement, c'est tout le reste, tout acte sexuel autre qu'une pénétration ou un acte bucco-génital. Aujourd'hui, ça correspond principalement à des caresses. On parle parfois d'attouchement, qui n'est pas non plus un terme juridique, mais voilà, ça parle assez bien. Des caresses sur des zones sexuelles telles que le sexe, la poitrine, les fesses. Comme pour le viol, il faut une absence de consentement de la victime. Et donc, évidemment, la même remarque, il est difficile pour la victime de s'opposer à cela dans le cercle familial. Problème majeur, qu'il y ait pénétration, acte bucco-génital ou caresse, et si on ne peut pas prouver l'absence de consentement de la victime. L'auteur, pour se défendre, va invoquer que la victime n'est pas vraiment une victime car elle était consentante. Elle ne s'est pas formellement opposée à ces pratiques. Autrement dit, la preuve de la violence, menace, contrainte ou surprise n'est pas rapportée. Le problème, c'est que juridiquement, dans cette hypothèse, il ne peut pas y avoir condamnation pour viol ou pour agression sexuelle. Il y a alors une autre qualification de repli, en quelque sorte, que l'on appelle les atteintes sexuelles sur mineurs. Ce sont les hypothèses dans lesquelles la victime, vous le voyez, j'ai mis dans mon diapo des guillemets, a consenti parce que on n'arrive pas à prouver qu'il y a violence, menace, contrainte ou surprise. Ces atteintes sexuelles constituent une infraction uniquement si la victime est mineure et d'autre part, il faut que l'auteur ait sur elle une autorité de fait ou de droit. C'est une infraction qui est moins sévèrement punie. Et c'est très problématique, évidemment, en cas d'inceste. J'en reparlerai plus tard. Ça explique en partie la réforme qui a eu lieu en 2021. Je passe maintenant à la définition de la famille. Avant, alors là aussi, on pourrait donner davantage de détails, mais on va insister simplement sur les éléments principaux. Avant 2010, pas de référence explicite à la notion d'inceste dans le code pénal. Il faut attendre donc la loi du 8 février 2010 qui indique « Les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin ou d'un membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. » Le problème avec ce texte, c'est qu'il a été abrogé, c'est-à-dire supprimé par le Conseil constitutionnel en 2011, car la référence à la famille, le terme famille, manque de précision. Jusqu'où on inclut les membres de la famille, les cousins, les grands-oncles, etc. Et donc, comme ça manquait de précision, ça a créé une incertitude sur les contours de la règle, ce qui n'est pas possible en matière pénale. Donc, finalement, c'est la loi du 14 mars 2016 qui a, à son tour, fait une référence à l'inceste, mais cette fois en définissant plus précisément les personnes concernées. Donc, on supprime le mot famille en tant que tel et on va donner une liste plus précise qui est moins sujette à interprétation. Cette liste a par la suite été un petit peu modifiée. Aujourd'hui, cette liste, on la trouve à l'article 222-22-3 du Code pénal. Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux, pardonnez-moi, lorsqu'ils sont commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grande-tante, un neveu ou une nièce. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et troisième catégorie, le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs d'une des personnes qui font partie des deux premières catégories, donc ascendant, frère, sœur, etc. Donc vous avez compris, conjoint, concubin ou partenaire de Pacs
d'une des personnes qui appartient aux 2 catégories précédentes, à la condition que ce conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ait sur la victime une autorité de droit ou de fait. Et donc, avec cette liste, eh bien, le Code pénal espère, en tout cas, donne une définition exhaustive de ce qu'il entend réprimer au titre de l'inceste. Une personne qui n'appartiendrait pas à cette catégorie ne pourrait pas être condamnée pour inceste. Quelques remarques sur cette liste. D'abord, la victime d'une infraction incestueuse peut être mineure, bien sûr, mais elle peut aussi être majeure au moment des faits. Même si en pratique, on le sait, elle sera le plus souvent mineure. Deuxième remarque, les viols ou agressions sexuelles entre cousins ne constituent pas des cas d'inceste au sens du Code pénal. Et d'ailleurs, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais je le soumets à votre réflexion. Lorsqu'on regarde les préconisations de la Civis dans son rapport qui a été rendu la semaine dernière, justement, il est proposé de modifier la loi pour inclure les cousins. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il y a cette proposition. Par la suite, il faut se demander quelles sont les conséquences juridiques de l'acte sexuel commis au sein de la famille. Première conséquence, le fait que le viol ou l'agression sexuelle soit commise par un ascendant ou une personne ayant autorité constitue une circonstance aggravante. Ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. Les chiffres là que je vous donne sont indicatifs, ça n'est pas exhaustif, il faudrait donner davantage de détails. Mais on remarque par exemple que le viol simple, c'est-à-dire sans circonstance aggravante, est puni de 15 ans de réclusion. Tandis que le viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité est puni, lui, de 20 ans. Même chose pour l'agression sexuelle, punie en temps normal de 5 ans d'emprisonnement, alors qu'elle va être punie de 7 ans d'emprisonnement si elle est commise par un ascendant ou une personne ayant autorité. Donc, de ce point de vue-là, on remarque bien que le cercle familial est au moins en partie pris en compte pour aggraver la peine qui va être encourue par l'auteur. Mais on remarque que l'augmentation de la peine encourue ne s'applique pas dans tous les cas. Et donc, il y a des hypothèses dans lesquelles ce n'est pas possible, par exemple, lorsque c'est commis par le frère ou la sœur. Bon, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et c'est celui-là qui, à mon avis, est le plus important, puisqu'on est dans la perspective, la question posée dans ce webinaire, c'est comment faire pour protéger les enfants. La question essentielle, c'est la question du consentement. Et donc là, il faut mentionner absolument une grande évolution avec la loi du 21 avril 2021 en ce qui concerne les mineurs. Si la victime est mineure et que l'auteur est un majeur membre de la famille, donc la fameuse liste que je vous ai donnée tout à l'heure, tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital constitue automatiquement un viol. Tout autre acte à caractère sexuel constitue automatiquement une agression sexuelle. Autrement dit, la question du consentement du mineur ne se pose plus. Le mineur est toujours présumé non consentant dans une telle situation et la preuve inverse ne pourra pas être rapportée. Donc, on ne peut plus utiliser la qualification d'atteinte sexuelle qui était autrefois applicable en pareille circonstance, en sous-entendant que la victime était consentante. Ici, dans cette situation, lorsque la victime est mineure et que l'auteur est un majeur membre de la famille, forcément, il y a viol ou agression sexuelle. On ne se pose pas la question du consentement. Donc ça, c'est une vraie évolution. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, mais c'est un élément important. Toutefois, on remarque que cette nouvelle règle trouve une limite, puisqu'elle ne peut pas s'appliquer lorsque l'auteur, je dis bien l'auteur, est mineur. Pourtant, ça peut être le cas. Par exemple, lorsqu'on a un inceste qui est commis par le frère, par la sœur, par le neveu ou la nièce, ça dépend des âges dans les familles. On peut avoir aussi le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs qui peut être un mineur. Et donc, dans cette hypothèse, on retombe sur le système, entre guillemets, classique, c'est-à-dire que si l'auteur du viol ou de l'agression sexuelle est mineur, il faut prouver qu'il a utilisé la violence, menace, contrainte ou surprise sur sa victime. En étant plus précis, on peut dire que la contrainte ou la surprise pourra résulter d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, la différence d'âge qui existe entre l'auteur et la victime,
l'absence de discernement de la victime ou encore sa vulnérabilité. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps sur la définition pénale. Je vais vous donner maintenant, dans une deuxième partie, quelques particularités procédurales. Charlotte, je me Oui, permets de prendre la parole. Cela fait 15 minutes environ oui, que vous parlez. oui, Donc, je vous inquiétez pas, Clémence. merci. J'ai le Désolée. chrono à côté. Très bien. Ce sera beaucoup plus court et ce ne sera pas exhaustif. Je voulais vous parler de l'importance du délai de prescription de l'action publique parce que ça, je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. C'est le délai pendant lequel il est possible d'engager des poursuites pénales. Il y a une possibilité pour la victime d'interrompre ce délai, c'est-à-dire que ce délai va repartir à zéro, même s'il était proche de la fin. Et c'est possible pour les victimes de l'interrompre en déposant plainte avant qu'il ne soit trop tard. Mais attention, ce qu'on appelle une main courante ou une plainte simple ne produit aucun effet. Si vraiment on veut interrompre, il faut une plainte avec constitution de partie civile. Alors, on a un certain nombre de règles dans le Code de procédure pénale, aux articles 7 et suivants. Ces règles ne sont pas spécifiques à l'inceste. En réalité, elles sont applicables aux infractions sexuelles en général, incestueuses et non incestueuses. Tous les éléments que je vous ai donnés pourront être diffusés aux participants s'ils le souhaitent, rediffusés sur la chaîne YouTube. Donc, je vais passer assez rapidement. Mais on le voit au travers de ce tableau en espérant qu'il soit compréhensible. On voit que, alors, dans les colonnes, selon que l'infraction est un viol ou au contraire une agression sexuelle, les délais de prescription ne sont pas les mêmes. On voit aussi, en croisant avec les lignes, que selon que la victime est mineure ou majeure, les délais de prescription varient. Et ce que l'on peut remarquer, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est que quand on a une victime de viol, incestueux ou pas incestueux, mais incestueux pour ce qui nous intéresse, une victime de viol incestueux qui est mineure au moment des faits, elle va avoir 30 ans pour agir, 30 ans à compter de sa majorité. Je pourrais, le cas échéant, en rediscuter lors des questions. Un dernier point, rassurez-vous Clémence, pour mentionner donc qu'avec la loi du 21 avril 2021, il y a une prescription glissante qui n'est pas non plus spécifique à l'inceste et qui est applicable donc à tous les viols et agressions sexuelles commises contre un mineur et qui va s'appliquer immédiatement aux affaires en cours qui ne sont pas encore prescrites. Je prends cet exemple avec donc un cas appliqué à l'inceste. Imaginons donc Jacques, le grand-père de Antoine et Paul, qui sont des cousins. En 2018, Jacques commet un viol sur Antoine, qui est alors âgé de 8 ans. Plus tard, avant l'expiration du délai applicable au viol subi par Antoine, ça sera prescrit en 2058, donc avant ça, en 2023, on imagine que Jacques commet un viol sur le cousin Paul, qui est alors âgé de 5 ans. Eh bien, avec cette prescription glissante, le délai de prescription du viol commis sur Antoine, donc le premier, sera prolongé, sera repoussé jusqu'à la date de prescription de l'infraction commise sur le cousin, c'est-à-dire 2066 au lieu de 2058. Dernière slide, c'est promis Clémence. Dernière remarque sur la prescription. Il y a un débat récurrent sur la nécessité de rendre imprescriptibles en fait, les infractions sexuelles sur mineurs et donc a fortiori les cas d'inceste. Actuellement, il faut savoir que seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Dans le rapport de la Civise, la préconisation numéro 4 indique qu'il faut donc déclarer imprescriptibles les viols et infractions sexuelles commis contre les enfants. Donc, ce qui n'est pas spécifique à l'inceste. Je ne fais que mentionner les enjeux auxquels il faut réfléchir collectivement. Des enjeux à ne pas oublier en cas de poursuite très tardive, 20 ans, 30 ans, 40 ans après les faits. Comment fait-on pour garantir la fiabilité des preuves? Et quel serait le sens de la peine pour l'auteur qui est puni 30 ans après les faits? Voilà, je laisse ces questions à la réflexion collective et attends avec impatience les observations des intervenants suivants et vous prie de bien vouloir m'excuser si j'ai légèrement dépassé le temps qui m'était imparti. Oui, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Nous y reviendrons tout à l'heure. N'hésitez surtout pas. Donc, je passe la parole tout de suite à Madame Adeline Goutenoir, qui va donc parler, elle, plutôt sur ce que dit la loi civile. Merci Clémence.
Oui, alors la question de l'inceste, comme on l'a dit, hein, par hypothèse, est une question entre membres de la même famille, et je vais me concentrer plus particulièrement, parce que c'est le sujet, hein, aux hypothèses nombreuses, hein, dans lesquelles l'auteur de l'inceste est un parent de la victime, un père, c'est quand même le plus souvent le cas, même s'il y a des incestes commis par une mère, et où vit avec lui, notamment parce que c'est le conjoint de sa mère, donc ce sera un beau-père. Mais je vais me concentrer sur l'hypothèse dans laquelle l'auteur exerce l'autorité parentale sur l'enfant, donc cela se limite évidemment au père ou à la mère. Alors, la question qui se pose, c'est le maintien des relations entre l'enfant et l'auteur qui s'avère être titulaire de l'autorité parentale avant la procédure, pendant la procédure et après la procédure, si on est dans une hypothèse dans laquelle la procédure va au bout, ce qui n'est malheureusement pas le cas le plus fréquent. Donc avant la procédure, c'est-à-dire au moment de la révélation, aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de disposition qui permettent de suspendre le droit de visite ou l'exercice de l'autorité parentale. La seule disposition, c'est celle qui euh, oblige le parquet en cas de non-représentation, qui oblige le parquet, avant de lancer des poursuites, à enquêter sur les allégations de violences, notamment sexuelles incestueuses, commises sur l'enfant par l'autre parent de celui-ci. Mais alors même que des dispositifs sont prévus pour les enfants co-victimes de violences conjugales, pour l'instant, il n'y a rien sur les conséquences, il n'y a pas de conséquences sur l'autorité parentale de poursuites entamées contre un parent. Et c'était une lacune du droit français. Et la Civise émet un certain nombre de propositions sur ce point, étant précisé qu'il y a une loi en discussion à l'Assemblée, enfin, au Parlement, qui a déjà passé les deux premières étapes de la lecture qui a été votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Donc on peut penser qu'elle arrive à la fin du parcours législatif et qui reprend un certain nombre de recommandations que la Civise avait déjà faites dans son rapport préliminaire. Alors, la première chose, c'est la possibilité de saisir un juge d'affaires familiales en urgence pour qu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas d'urgence vraisemblable, c'est-à-dire qu'on aurait une sorte d'ordonnance, ça s'appellerait une ordonnance de sûreté des enfants, qui serait l'équivalent d'une ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, c'est une proposition de la Civise qui n'existe évidemment pas encore, mais qui me paraît être une disposition particulièrement intéressante. Ensuite, des dispositions sont prévues. Encore une fois, il n'y a rien, il conviendrait que les choses évoluent, pour suspendre l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement du parent contre qui il y a des allégations d'inceste, qui est déjà prévu pour les enfants de victimes de violences conjugales. Et il serait évidemment très opportun de pouvoir suspendre en fait les droits parentaux de l'auteur présumé pour ne pas prendre de risques et protéger l'enfant pendant cette période, et ce qui est prévu dans la proposition de loi dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée, c'est de rompre les liens pendant la période de poursuite, pendant la période d'enquête et éventuellement de procédure. L'autre point, c'est la question des conséquences de la condamnation, c'est-à-dire l'hypothèse dans laquelle l'auteur est condamné, donc l'auteur de l'inceste, le père de l'enfant, puisqu'il exerce l'autorité parentale. Aujourd'hui, comme dans dans toutes les infractions commises sur les enfants et en cas de violence conjugale, le juge peut prononcer le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice. Mais c'est simplement une possibilité pour lui. Il est obligé d'étudier la question, mais il peut ne pas prononcer ce retrait. Ce que propose la Civise, c'est de rendre automatique, systématique,
le retrait de l'exercice, de l'autorité parentale. Donc, on ne parle même pas d'exercice, hein, mais de l'autorité parentale dans son ensemble, c'est-à-dire que tous les droits du parent disparaissent. Alors, même si dans l'idée, on peut saluer hein, cette proposition, le caractère systématique me paraît problématique parce que il n'est pas conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, parce que toutes les décisions relatives à l'enfant doivent être fondées sur son intérêt supérieur et donc forcément par une appréciation de cet intérêt pour savoir si il est conforme ou non que le retrait de l'autorité parentale soit prononcé. Alors, vous allez penser que oui, c'est évident qu'il l'est. Dans la plupart des cas, certainement, mais il est important que le juge garde un pouvoir d'appréciation et surtout qu'il y ait une réflexion qui est portée sur cet aspect. Alors, c'est une question qui se pose dans le cadre de la procédure pénale et au moment du jugement, qu'on soit dans le tribunal correctionnel ou aux assises. Et c'est peut-être là aussi qu'on peut s'interroger, puisque la proposition ne fait pas de différence entre ce que nous a expliqué Charlotte, c'est-à-dire les délits et les crimes. Et il me semble que lorsqu'il y a un délit, la question se pose différemment que lorsqu'il y a un crime. Donc, je suis d'accord qu'il faut améliorer cet aspect des choses parce qu'aujourd'hui, il y a trop peu de retrait de l'exercice de l'autorité parentale en cas d'inceste et il faut évidemment essayer d'améliorer cet aspect. Pardon. Donc, il faudrait en effet améliorer la possibilité de retirer l'autorité parentale aux parents condamnés comme auteurs d'inceste, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un viol. Et il faut renforcer cette obligation des juges, mais peut-être pas en rendant cette décision systématique pour les raisons que je vous ai citées. Alors, je dirais un mot rapidement sur un autre aspect. Je prendrai pour ce faire une autre casquette, celle d'administratrice ad hoc, qui consiste, alors un administrateur ad hoc, c'est une personne qui va être désignée par le parquet ou par le juge d'instruction ou de jugement pour représenter un enfant lorsqu'on estime que dans la procédure, il ne sera pas suffisamment protégé par ses parents, soit qu'il soit auteur des faits d'inceste, soit qu'il ne protège pas suffisamment l'enfant. C'est le cas de la mère dont Charlotte parlait tout à l'heure, qui peut être complice et qui va être poursuivie, qui peut ne pas avoir dénoncé les faits alors que c'est obligatoire et qu'il n'y a pas d'immunité familiale, c'est-à-dire que quand l'enfant est mineur et qu'il subit une infraction sexuelle ou autre d'ailleurs, il n'y a pas d'obstacle à ce que la mère dénonce son mari ou parfois même son fils. Donc si elle ne le fait pas, elle est potentiellement susceptible d'être poursuivie pour non-dénonciation de crime ou d'agression sexuelle, ce qui est en réalité, elle est rarement poursuivie. Mais dans ce cas-là, évidemment, elle ne pourra pas représenter l'enfant. Et c'est la même chose si en fait elle ne se constitue pas partie civile ou si elle ne protège pas l'enfant pendant la procédure. Et là, on va demander à un tiers, l'administrateur ad hoc, d'agir au nom de l'enfant dans la procédure de la plainte à l'éventuelle exécution d'une décision de dommages et intérêts. La Civis propose de garantir cette représentation et de garantir aussi que l'enfant bénéficie d'un enfant spécialisé dès le début de la procédure au titre de l'aide juridictionnelle, mais en fait, c'est déjà le cas. Donc, c'est bien, à mon sens, c'est une bonne chose que de vouloir systématiser la représentation et l'assistance du mineur. Il me semble quand même que dans les faits, c'est le plus souvent le cas, puisque les juridictions, et notamment même avant le parquet, a tendance à nommer de manière de plus en plus importante un administrateur ad hoc. Je finirai sur une représentation qui me paraît extrêmement judicieuse, celle qui consiste à envisager le domicile de la victime comme critère de compétence pour la procédure pénale, alors qu'aujourd'hui, c'est le critère du domicile si je ne m'abuse, Charlotte, c'est même le lieu de commission de l'infraction.
qui peut être et qui est souvent le lieu du domicile de l'auteur. Et je crois que délocaliser, si je puis dire, la juridiction au lieu de domicile de l'enfant serait tout à fait favorable pour cet enfant qui déjà a subi des faits extrêmement graves, subit également une procédure pénale qui n'est pas toujours facile. Je pense que si on pouvait rapprocher un peu cette procédure pénale pour qu'en plus il n'aille pas loin de chez lui et parfois au bout de la France pour participer à cette procédure, que ce soit à tous les stades et notamment au stade de l'instruction puis du jugement, ce serait véritablement une amélioration dans l'intérêt de l'enfant victime d'inceste. Merci. Merci beaucoup, Adeline. Et c'est un timing parfaitement respecté. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vous propose de passer aux interventions des professionnels. Donc nous allons commencer avec Madame Laurie Tonadre. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous, merci de m'avoir convié à ce webinaire. Euh, alors moi, je vais vous parler plutôt en tant que clinicienne, donc on va sortir du droit complètement d'ailleurs. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir sur le repérage, d'identification des victimes. Donc c'est une question qui est assez compliquée puisque l'inceste est une maltraitance spécifique, hein, nous c'est comme ça qu'on l'a défini, mais en même temps pourvoyeuse de symptômes très aspécifiques. Alors, pourquoi l'inceste maltraitance spécifique? Donc, l'inceste, eh bien, ça va faire partie, pour nous cliniciens, hein, des traumatismes relationnels complexes. Qu'est-ce qu'un traumatisme relationnel complexe? Et ça va être un traumatisme complexe, pardon, ça va être un événement traumatique relationnel, prolongé, répété, et qui va survenir le plus souvent au cours de la période développementale. Qu'est-ce que ça apporte de savoir que c'est un traumatisme complexe? Eh bien, c'est-à-dire qu'au niveau de la symptomatologie, du coup, les symptômes vont être beaucoup plus diffus, complexes, chroniques et souvent s'inscrire sur le plan de la personnalité et intervenir après dans les relations futures de la personne. Euh, Malgré ça, l'intensité va quand même dépendre de plusieurs facteurs, notamment les caractéristiques de l'agression, les stratégies individuelles de chacun et l'environnement. Quand on parle des caractéristiques de l'agression, par exemple, on pourrait avoir en tête que dans l'inceste commis avec violence physique, hein, je dis violence physique parce que l'inceste est toujours une violence, mais de se dire que s'il y a de la violence physique en plus, eh ben, c'est un peu double peine et du coup, les conséquences vont être plus graves. Or, finalement, c'est pas ce qu'on retrouve, puisque ce qu'on va voir, c'est qu'un enfant est capable de se représenter la violence physique, alors que un enfant, plus il est jeune, et plus il va être dans l'incapacité de se représenter ce qu'est une violence sexuelle. Du coup, parfois, la violence physique, si elle accompagne l'inceste, finalement, va permettre à l'enfant peut-être de réagir plus facilement ou de prendre la parole plus facilement. Ça, c'était un exemple. Donc, il y a les caractéristiques de l'agression, il y a les stratégies individuelles, hein, le niveau cognitif de l'enfant. On sait que eh bien, les personnes qui ont des déficiences sont particulièrement vulnérables et les agressions sexuelles sont encore moins parlées dans ces populations-là. Donc, il va y avoir voilà, les capacités de l'enfant à pouvoir réagir ou à pouvoir s'adapter. Et puis, l'environnement, donc la qualité de l'entourage familial, la qualité des relations sociales et la co-occurrence ou pas de mauvais traitements, toutes ces choses-là. D'accord? Euh, donc, l'inceste est un traumatisme complexe. Après, il y a plusieurs traumatismes complexes. Qu'est-ce qui fait que l'inceste va être un traumatisme spécifique? Eh bien, ça va être plusieurs choses, mais notamment la rupture du lien de filiation. Hein, ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire que dans l'inceste, l'agression est commise par quelqu'un de la famille et donc ça vient rompre, hein, ce lien de filiation. Il y a une altération du continuum entre les générations, puisque l'enfant victime d'inceste a été considéré par son parent non pas comme un sujet, mais finalement comme un objet d'attraction sexuelle. Donc déjà, on voit que ben, l'enfant, il est plus objet finalement que sujet. C'est une dépossession de l'intime. Alors on verra que cette dépossession de l'intime, finalement, elle est euh, au moment des faits, mais elle est aussi au moment des révélations, puisque finalement son intimité, après avoir été eh bien, souillée une première fois, elle va être en plus, à plusieurs occasions, eh bien, mise un peu en scène sur la place publique.
L'inceste, ça peut aussi engendrer quand même une fascination des intervenants, hein. C'est-à-dire que c'est des histoires, parfois, alors, il y a eu des livres qui ont été écrits comme ça, mais ça va fasciner, les intervenants vont avoir tendance à poser des questions, et puis ça peut aussi rentrer très vite dans le commérage, finalement, et ça peut être invisibilisé de cette manière-là aussi, hein. Ce qu'il faut aussi entendre, excusez-moi, je perds, c'est que plus l'âge de l'enfant au moment de l'inceste ou le début des violences est précoce, plus le traumatisme va être destructeur. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, plus l'enfant est jeune, moins il va être en capacité de comprendre ce qui lui arrive et de mentaliser les choses. Donc la théorie qui a pu être véhiculée à un moment donné autour du développement de l'enfant, à savoir que les connexions neuronales se font jusqu'à un âge plus tardif, comme quoi il pourrait y avoir de nouveaux réseaux qui se créent et que du coup les séquelles seraient moins importantes. Ça c'est faux, hein, c'est une manière de rationaliser, mais la vérité c'est que plus l'âge est précoce, plus le traumatisme est destructeur. Donc moi j'ai pas mal travaillé avec le docteur Ayoun qui lui parlait du coup pour l'inceste de crime d'identité, hein. L'enfant est objet sexuel, hein, vécu par un parent comme un objet sexuel. Et ce qui est encore plus compliqué dans ce traumatisme-là, c'est que souvent, l'enfant aime quand même son parent. Euh, donc, c'est ce qu'on peut appeler une déshumanisation de l'enfant, hein. Donc, parce que ce que l'on sait aujourd'hui de l'inceste, c'est que l'inceste révèle toujours d'un traumatisme, que l'inceste par nature est une violence faite à quelqu'un, même consentant en apparence. Donc ça s'apparente à tout ce qui est autour de la relation d'emprise. Alors, c'est pas un cas d'inceste, hein, mais le film, alors il y a le film, il y avait surtout le livre de Vanessa Springora qui s'appelle Le consentement, décrit très bien ce que c'est la relation d'emprise. Voilà. Donc, je vous invite à le lire pour comprendre un peu les mécanismes, parce que des fois, on peut se demander un petit peu comment ça fonctionne. Et le livre est intéressant pour ça. Donc, l'inceste est à la fois une violence sexuelle et une violence affective. Les parents aiment toujours leur enfant, ils ne savent pas forcément se positionner, et cela y compris une fois adultes. Parce que dans la famille, ben, il y a plein d'enjeux. Finalement, il y a le couple incesteur-incesté, mais pas que, il y a toute une dynamique familiale autour. Et ça va être très compliqué pour la victime d'arriver à se positionner dans ce système. Ce qui fera d'ailleurs que pour les prises en charge, il sera important aussi de prendre en charge l'ensemble de la famille, d'accompagner l'ensemble de la famille et non pas que le couple incesteur-incesté. Et comme je vous l'ai dit, la sexualité infantile n'a rien à voir avec la sexualité adulte. L'enfant ne peut pas se représenter la sexualité adulte, hein. Donc plus c'est précoce, plus c'est destructeur. Enfin, c'est anecdotique, mais il y a un avocat pénaliste qui m'avait dit, oui, mais moi, mon enfant, des fois, il ment. Donc, pourquoi est-ce que les enfants mentiraient pas quand ils révèlent des agressions sexuelles? Alors, les enfants, ils peuvent mentir, oui, mais ils peuvent mentir sur des choses qui peuvent se représenter, hein. Un enfant, normalement, à 7, parce que dans la Civis, on voit bien que finalement, la plupart des incestes ont lieu avant l'âge de 7 ans. À 7 ans, par exemple, une petite fille n'est pas censée savoir qu'un pénis en érection peut la pénétrer. Donc, c'est des choses sur lesquelles les enfants ne peuvent pas mentir à cet âge-là, hein. Donc, qu'est-ce qu'on sait aussi? Les circonstances de l'inceste. L'inceste, c'est la torture morale jour après jour, hein. La plupart des incestes durent plusieurs années. 50% plus d'1 an dans les derniers chiffres de la Civis, 25% plus de 5 ans. Donc, c'est énorme. Les adolescents ou les enfants ont souvent appelé au secours et n'ont pas toujours été entendus. Seuls 13% des victimes d'inceste parlent au moment des faits, et c'est pas pour ça qu'ils sont entendus. Souvent, il faut plusieurs années avant que les faits soient révélés. Euh, il peut y avoir aussi, alors le plus souvent, c'est les révélations sont faites à la mère, et en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que finalement, c'est la mère qui va être celle qui va le moins aller porter plainte au départ, hein. Donc c'est aussi un paradoxe. Et puis, les révélations peuvent aussi entraîner le rejet, hein. Parfois, il y a une complicité familiale un peu tacite où eh ben, ça va être compliqué pour le parent non incesteur de venir briser le ménage ou de résister à l'emprise aussi, hein. Donc, c'est des questions qui sont très complexes. Donc, si on en revient aux symptômes de l'inceste, donc ce sont des symptômes qui sont très aspécifiques et surtout qui vont être mouvants au fil du temps. C'est pas parce qu'à un moment donné, un enfant va bien, entre guillemets, ou semble aller bien, qu'il va pas y avoir des symptômes à un moment donné qui vont survenir. Et inversement, c'est parce qu'à un moment, il y a des symptômes, que ces symptômes, on ne pourra pas les traiter, qui vont pas pouvoir disparaître ou laisser place à d'autres symptômes. D'accord?
Donc le retentissement, eh ben, il va aller sur toutes les sphères. Donc il y a tout ce qui est souffrance psychologique, hein, culpabilité, peur, la perte d'estime de soi, la perte de la confiance en soi, qui fait aussi que les victimes ne vont pas forcément aller parler, puisque qui s'intéresserait à eux finalement, hein, c'est des enfants souvent qui n'ont pas confiance en eux, donc pourquoi est-ce qu'on s'intéressera à eux quand ils vont parler? La colère, l'hostilité refoulée, l'isolement, les problèmes de gestion émotionnelle. On peut aussi voir des maladies somatiques, hein, notamment, alors les maladies somatiques, c'est tout ce qui n'est pas maladie psychiatrique, notamment des maladies auto-immunes. Il y a une étude notamment qui faisait état que chez les femmes qui souffrant de fibromyalgie, donc qui sont des maladies musculaires, sans étiologie retrouvée sur les examens médicaux, 90% sur des questionnaires rétrospectifs auraient été victimes d'agressions sexuelles. Donc pas forcément incestueuses, mais d'agressions sexuelles, hein. Après, il y a tous les signes de souffrance psychique, troubles du sommeil, perte d'appétit, hyperphagie, troubles du comportement, difficultés de concentration, hypersexualisation, ou à l'inverse, renoncement à toute sexualité. 30% des femmes sur les derniers rapports de la CIVIS. L'isolement, le repli, les attaques de panique. Et puis après, il y a les vrais, entre guillemets, troubles psychiatriques, à savoir les états de stress post-traumatique, les troubles de l'humeur, les troubles bipolaires, les dépressions, les troubles du comportement alimentaire, l'abus, la dépendance, la toxicomanie, la schizophrénie, les troubles anxieux. Donc en fait, ça amène vraiment à tout type de troubles, hein. Les retentissements vont être multiples, de l'ordre familial, des relations sociales, sur la sphère scolaire et au niveau sexuel. Donc bien sûr, on n'est pas tous égaux, mais il y a dans plus de 88% des cas des signes post-traumatiques. Donc si on arrive à la question du repérage des victimes, eh ben, on voit bien que finalement le cortège de symptômes est tellement large que comme le recommande la CIVIS, en fait, il faudrait pouvoir interroger les jeunes de manière systématique, savoir s'ils ont été ou non victimes de violences sexuelles. Donc en consultation, c'est d'ailleurs une préconisation, hein, de la CIVIS, les médecins ou autres intervenants au niveau sanitaire devraient questionner systématiquement la présence de violences sexuelles. Il faut bien se dire que c'est pas parce qu'on demande à un enfant s'il a été victime qu'on va induire des idées dans sa tête, ou qu'on va lui faire peur, ou qu'on va induire des symptômes, hein. C'est pas de parler qui rend malade, c'est justement de garder les choses en soi. Donc c'est vraiment interroger à chaque fois. Et c'est pour ça aussi sortir des représentations, parce que finalement, effectivement, l'inceste père-fille, c'est le plus représenté, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul, hein. Il y a aussi 13% des agresseurs qui sont des femmes. Et du coup, ça veut dire interroger autant les hommes autant les jeunes garçons que les jeunes filles, parce que les garçons aussi sont victimes d'inceste, le plus souvent aussi par des hommes, et sont aussi victimes. Et donc, ça interroger tous les jeunes chez qui on détecte des signes de souffrance psychique, hein, voilà, de manière systématique. Donc, comment on peut les interroger? Eh ben, il suffit de poser la question finalement assez simplement, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu as été victime ou pas de violences sexuelles? Et aussi de leur laisser la possibilité de parler, c'est-à-dire, peut-être aujourd'hui, tu peux pas me le dire, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu me l'as pas dit, que si jamais tu venais à m'en parler plus tard, je me dirais que tu as menti. Je me dirais juste que, eh bien, à ce moment-là, tu n'étais pas capable d'en parler, hein. C'est Jean-Paul Munier qui a écrit beaucoup de bouquins et qui a pas mal développé ces stratégies-là. Voilà les grandes lignes de ce que je voulais vous dire. On n'a pas le temps de parler des prises en charge, hein, mais bien sûr, la psychiatrie a son rôle à jouer, mais pas que. Et du coup, ça va vraiment être une prise en charge, pluridisciplinaire, un accompagnement de la famille au sens large, euh, et aussi une supervision pour les professionnels qui vont être en lien avec ces familles-là, parce que ça vient contaminer un peu ce que je vous disais au début. Donc, il y a nécessité, d'une prise en charge étayante, contenante, et de travailler en partenariat avec et la justice et le social, ce qui me permet de passer la parole à ma collègue. Voilà. Merci beaucoup, Madame Tonade. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et Madame Descoussal, c'est en effet à vous. Merci beaucoup. Merci pour voilà, votre invitation et merci au docteur Tonal pour cette très belle transition. Je vais vous présenter, en fait, ce qu'on m'avait demandé, c'était de vous parler plus du travail que peut faire le service d'AES, qui veut dire accompagnement éducatif spécifique, qui appartient à une association qui s'appelle l'AGEP, l'Association girondine d'éducation spécialisée et de prévention sociale, qui intervient principalement en Gironde.
Voilà, juste pour vous donner une aperçu, hein, c'est une association qui a plusieurs services, qui intervient dans le département, que ce soit en prévention, mais principalement en protection de l'enfance, et dont l'AES fait partie. Composition d'un service et qui est importante pour moi de vous dire en tout cas que c'est un petit service encore aujourd'hui qui est composé de 7 travailleurs sociaux, de 2 psychologues, mais qui ne représente que 0,49 équivalent temps plein, ce qui est très peu au regard des besoins, ainsi qu'une direction. Alors, le service AES a 2 missions principales, à savoir la première qui est l'accompagnement éducatif des enfants et des parents dans le cadre d'une procédure pénale pour violences sexuelles intrafamiliales, et aussi la deuxième mission qui est une action de soutien et de formation auprès des professionnels confrontés à ces situations. Notre cadre d'intervention, et c'est important de le rappeler, au niveau de l'accompagnement éducatif, nous sommes une mesure d'AEMO, hein, donc une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui est ordonnée par un juge des enfants dans le cadre de l'article 375 du Code civil. Nous intervenons sur tout le département de la Gironde et donc nous dépendons des 2 tribunaux, à savoir Libourne et Bordeaux. Alors, le service d'AES n'est pas le seul en France. Alors, nous ne sommes pas nombreux, comme vous le voyez sur cette carte. On est à peu près 5 services hein, en France. Alors, services d'AEMO qui mettent en place des mesures dites spécifiques ou des services qui, comme le service AES aujourd'hui, sont un service à part entière qui se consacre à l'accompagnement des mineurs victimes, notamment. Donc en France, vous voyez. Et en termes de maisons d'accueil spécialisées, c'est important des MEX. On a la MEX Jean Bru qui est à Agen et une MEX d'accueil Nicole Bru, toujours portée par l'association Jean Bru, qui est en train d'ouvrir à Paris. Vous voyez que nous sommes peu nombreux aujourd'hui et c'est aussi là, dans le cadre du rapport de la Ciivise, important aussi pour nous de souligner que l'une des préconisations clés, la numéro 28, fait état de l'importance de généraliser aussi dans chaque département en France métropolitaine et d'outre-mer, notamment des services d'AEMO dits spécifiques et des MEX aussi spécialisés. Pour vous donner un point de vue de l'historique un peu, parce qu'avant d'être service à part entière, on a d'abord été un dispositif dit d'accompagnement, c'est-à-dire que déjà dès 1993, vous voyez, ça fait 30 ans que déjà la parole des enfants était portée devant la justice et que des éducateurs d'AEMO, des magistrats, des avocats, des personnes du département de la Gironde se sont questionnés sur les bouleversements pour les enfants qu'engendraient ces ouvertures de procédures pénales, de leur place et de la manière dont on pouvait être à leur côté face à ce que rappelait très justement aussi le docteur Tonadre hein, sur aussi cette parole à partir du moment où elle est portée sur la scène judiciaire, c'est d'autres aussi, d'autres bouleversements. Et pour l'enfant, se retrouver assez seul, c'était le constat, un des constats qui était porté. Donc l'idée était des éducateurs d'AEMO à l'époque de proposer une mesure dite spécifique pour être aux côtés de l'enfant tout au long de cette procédure pénale, être à son écoute, être auprès de lui et l'aider à avancer dans ces étapes-là. Donc c'est comme ça hein, que depuis début des années 90, ces mesures ont été expérimentées. Elles ont donné lieu à une convention. Et au fur et à mesure des années, ce travail aussi de collaboration, de maillage au niveau territorial avec l'ensemble des acteurs impliqués a permis d'ouvrir encore plus cet accompagnement-là en termes de mesures, hein, parce qu'aujourd'hui on est à peu près habilité pour accompagner 75 mesures. Ce qui représente peu hein, quand même au regard des besoins du terrain. Et donc, au fur et à mesure, on a commencé à accompagner des mineurs victimes d'abord de majeurs, d'ascendants principalement, même si on a toujours eu, nous, l'idée de parler de proches familiers, hein, parce qu'il y avait cette idée qui allait au-delà des questions des situations d'inceste.
et après de s'ouvrir à l'accompagnement des mineurs victimes d'autres mineurs. C'est des situations qu'on a commencé de plus en plus aussi à rencontrer et pour accompagner après la question des mineurs victimes et des mineurs auteurs eux-mêmes dans le cadre intrafamilial. L'idée étant pour nous, avec la judiciarisation de plus en plus importante des situations de fratrie, mais de considérer en assistance éducative l'intérêt d'accompagner aussi les mineurs désignés comme auteurs, étant pour nous aussi des enfants à protéger, pris dans ce qui sont aussi ces dysfonctionnements familiaux et donc qui ont permis ce type de passage à l'acte. On accompagne aussi les parents, et c'est important de le préciser, non mis en cause dans le cadre de la procédure pénale. Pour nous, ça reste important parce qu'on est du côté de l'enfant, hein, du côté d'une parole à soutenir. Et c'est pour ça qu'on est mandataire, on est un service de protection. Et aussi parce qu'on a pu voir aussi la difficulté pour proposer un travail éducatif auprès d'un parent mis en cause lorsque la procédure pénale est toujours en cours, effectivement, où les enjeux sont importants, notamment si on était amené à avoir des informations aussi dans le cadre de l'enquête. Donc, voilà, c'est vrai que pour nous, c'est de toute façon positionné aujourd'hui pour être du côté de l'enfant, pour soutenir sa parole. Bah, nous, de dire s'il dit vrai, on est là, il y a une parole, on est là pour le soutenir, être à ses côtés et du côté de son parent qui n'est pas mis en cause. On est devenu vraiment un service à part entière à partir de 2013, officiellement 2015. C'était pour nous important de pouvoir avoir une équipe qui allait se consacrer spécifiquement à cet accompagnement. Et on a commencé aussi à développer là, notre mission plus de soutien technique sous l'impulsion aussi du département de la Gironde. Rapidement, sur les chiffres aujourd'hui, à peu près, c'est un peu plus d'une centaine de mineurs qu'on peut accompagner au cours d'une année. Alors, chaque année, on a des variations dans la représentation des filles et des garçons. Ce qu'on a pu voir dernièrement, c'est de plus en plus d'enfants en bas âge. Effectivement, on commence à accompagner les enfants au niveau de l'âge de la parole, donc à partir de 3 ans et jusqu'à 18 ans, voire plus, parce que les procédures pénales étant très longues, se pose la question aussi de pouvoir être à leur côté si les jeunes le demandent au-delà de la majorité. On a une moyenne d'âge des enfants qui est autour de 12 ans, des accompagnements qui durent en moyenne 32 mois. Enfin, c'est ça aussi, c'est très en lien avec la durée des procédures pénales. Alors parfois c'est quelques mois, parce qu'effectivement avec les décisions qui sont effectivement une grande partie de celles qu'on accompagne, c'est-à-dire des classements sans suite, donc les décisions peuvent arriver plus vite. Après, dès qu'il s'agit aussi de procédures qui sont en instruction et qui vont vers des jugements au tribunal correctionnel ou en cour d'assises, on peut aller de 3, 4, 5 ans. Et ça, c'est assez important. Voilà, des mesures aussi qui sont sur l'ensemble du département, avec plus selon les années, mais principalement aujourd'hui plutôt du côté de rive droite, et des enfants qui sont majoritairement vivent au domicile d'un de leurs parents quand on commence à les accompagner. Alors, pour rapidement, les principes phares de notre service sont au nombre de 3. L'adossement à la procédure pénale. Pour nous, effectivement, c'est important qu'on puisse s'adosser à cette procédure-là, c'est-à-dire que notre accompagnement il s'inscrit à partir du moment où il y a une procédure pénale qui est ouverte. On le voit dans des familles où l'inceste a lieu, c'est effectivement l'action de la loi symbolique incarnée, donc là aussi sur la question de la reconnaissance de la parole et le fait aussi, dans ces moments-là et pendant tout le temps de la procédure pénale, on va pouvoir aussi nous accompagner ces actes jusqu'à une décision, faire exister aussi et faire en sorte que chacun, en tout cas l'enfant, puisse retrouver une place, la juste place, que la question aussi de la gravité des actes qui ont été commis soit traité au bon endroit, et souvent ça permet quand même de maintenir une forme d'ouverture aussi en pouvant nous appuyer sur ces actes-là, là où on le voit quand on a pu déjà être sollicité pour après des procédures pénales, c'est-à-dire où il y avait eu des classements sans suite notamment, on a un effet aussi qu'on peut voir assez rapidement de fermeture aussi des familles, et c'est vrai que c'est plus compliqué pour intervenir, d'où l'intérêt pour nous aussi d'être là au plus tôt, c'est-à-dire dès l'ouverture, même si aujourd'hui, malheureusement, les juges des enfants qui sont eux-mêmes saisis par les parquets par ces situations ne sont pas
toujours saisi tout de suite dès l'ouverture. Et c'est vrai que c'est aussi toujours toutes ces questions de chaîne, hein, et de comment chacun est saisi, et au vu de l'importance d'être très vite aussi dans la protection des enfants victimes d'inceste, c'est de pouvoir aussi que les juges des enfants soient aussi très tôt sollicités pour pouvoir mettre en place et proposer l'intervention de services éducatifs notamment. La double intervention éducative, c'est vrai que pour nous, et on le disait, le docteur Tonal le disait très justement, dans l'inceste, l'enfant n'est plus sujet mais objet. Je le dirais un peu plus encore sur le travail de subjectivation, mais pour nous aussi c'est important. Et par la double intervention éducative, c'est que chacun est un espace d'écoute, de parole. Et donc pour nous, donner une forme d'espace, c'est déjà différencier les interventions. Donc notre accompagnement, il est double. C'est-à-dire l'enfant a un éducateur ou une éducatrice pour lui, et le parent, non mis en cause, a un autre éducateur ou une autre éducatrice. Et autant il y a d'enfants victimes, ou même dans les situations où on accompagne tant le mineur victime que le mineur désigné comme auteur, ça sera des éducateurs et des éducatrices différents. Pour nous, ça marque déjà l'importance aussi que chacun ait un espace et puisse, et c'est le lien que je vais faire avec le travail de subjectivation, pouvoir tenter de se penser comme sujet, là où effectivement tout ça a été largement mis à mal par l'inceste, la confusion, hein, des langues, des générations, des places, et tout le travail pour nous va être d'être à ses côtés, et tout au long de la procédure pénale, non pas de remplacer, de faire à la place d'eux, et notamment on travaille beaucoup avec les administrateurs ad hoc, les avocats, justement pour que chacun reste à sa place et que les intérêts soient au mieux représentés, mais vraiment être à ses côtés pour penser aussi lui, à partir de ses ressentis, de l'aider à comprendre aussi ce qu'il a pu se passer, de pouvoir aussi se rendre compte de ne pas porter, et souvent c'est ce qu'on se rend compte, les enfants portent tout le poids de la culpabilité d'avoir parlé, c'est aussi le remettre aussi à sa juste place, et faire tout ce travail, ce cheminement, ce chemin avec lui, et ça c'est très important dans notre travail. Donc l'accompagnement éducatif, si je devais un peu le synthétiser, du côté de l'enfant, on va lui proposer des rencontres régulières, à peu près tous les 15 jours, à partir de son domicile, ou alors à partir du lieu, de son lieu de scolarité ou de son lieu de vie, s'il est placé, parce qu'effectivement notre convention avec le département historiquement nous permet aussi d'accompagner des enfants qui sont placés, hein, par un juge des enfants, du fait de la spécificité de notre intervention. On va l'aider, hein, dans le cheminement de sa problématique familiale incestueuse, l'aider à penser sa situation quotidienne et surtout s'individualiser. On va aussi travailler à faire en sorte qu'il ait tous les étayages, hein, éducatifs, thérapeutiques. Donc voilà, on travaille beaucoup en lien aussi avec les lieux de soins qui sont essentiels, et puis tous les lieux aussi extérieurs, parce que l'idée aussi, c'est que l'enfant puisse continuer à bénéficier aussi d'espaces en dehors de la famille. Du côté de l'accompagnement éducatif des parents, détenteurs d'autorité parentale, mais aussi parfois quand il s'agit de TDC, hein, chez qui l'enfant est confié, on va aussi leur proposer un espace. L'idée, c'est vraiment de remobiliser, hein, de les remobiliser dans leur fonction parentale de protection, de favoriser la différenciation des places intrafamiliales, là où effectivement ça a pu être très confus. Donc essayer, voilà, que chacun soit à sa place, parent à la place de parent, l'enfant à sa place d'enfant, et de soutenir les parents dans la reconnaissance du vécu de leur enfant. Est-ce qu'on constate, voilà, c'est pas tout dans toutes les situations, mais effectivement, c'est important aussi de pouvoir les accompagner, les aider à pouvoir entendre. Ça participe d'autant plus au soutien social, ce que rappelle la CIVIS aussi, pour les enfants et leur reconstruction. Mais en tout cas, voilà, c'est essayer, en tout cas, de leur offrir cet espace-là. Ça passe aussi souvent par déjà aussi pouvoir entendre, eux, leur propre histoire, qu'enfant, en tant que femme, en tant qu'homme. Souvent, ce qu'on constate, nous, dans les situations qu'on accompagne, c'est que l'inceste s'est inscrit sur plusieurs générations, et effectivement, avec la question du secret, du non-dit, a été très présent et souvent pas judiciarisé. Et là, enfin voilà, donc c'est aussi ces étapes-là qui sont importantes pour après tenter aux parents de pouvoir se décaler pour pouvoir entendre le vécu de son enfant. Quand on accompagne des situations de fratrie, hein, mineurs victimes, mineurs désignés comme auteurs, on a ce même principe de différenciation.
un éducateur donc, qui est différent. Madame Chaque Desclos, juste pour vous alerter que ça fait 15 minutes. Donc, J'ai presque fini. Voilà. Chacun super, est merci. soutenu pour faire apparaître son positionnement subjectif dans le cadre de la transgression. Et bon, plus récemment, on propose aussi la mise en place de rencontres médiatisées, mais après, que la justice ait pu aussi donner une réponse face à la procédure engagée pour la fratrie. Et l'idée plutôt d'une proposition pour ces enfants, je parle bien de rencontres médiatisées fratrie, des espaces de mise en commun et de pensée de la relation fraternelle. Voilà, sur cette deuxième mission d'action soutien technique, pour être très bref, c'est ce que disait le docteur Tonadre aussi, c'est que les professionnels se confrontent à ces problématiques-là au quotidien. Ça a des effets qui sont importants, d'où l'idée pour nous aussi de partir de l'expérience de chacun, de faire des pas de côté, de co-construire ensemble. C'est comme ça qu'on a développé plusieurs offres de soutien, en tout cas de partage aussi avec les professionnels en formation initiale ou continue. Les ateliers de soutien technique sont un peu phare dans notre accompagnement, sous l'impulsion du département, je l'avais rappelé au début. Voilà, pour vous dire, sur base de 3 rencontres avec des objectifs, voilà, une approche qui est plus un lieu de co-construction, de co-élaboration, parce qu'on a besoin de ces espaces de pensée là où l'inceste fige la pensée, arrête la pensée. Et c'est important aujourd'hui que tous les professionnels qui se confrontent à cette situation puissent justement, pour d'autant plus être à l'écoute des enfants et pouvoir les accompagner. Juste pour conclure, petite information aussi sur une nouvelle offre de formation qu'on a travaillé avec l'Institut de formation du CEDEF, qui va ouvrir là à la rentrée prochaine sur une année, dans l'idée toujours de continuer, pas spécifiquement sur mais sur la question des violences sexuelles, des transgressions et en protection de l'enfance. Donc voilà, on continue aussi d'essayer, comme le souligne la Civis, de participer à l'amélioration de la formation des professionnels. Merci. Merci beaucoup donc à toutes pour cette intervention de qualité. Donc, moi, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur l'onglet QR. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont fait. Donc, je vous propose de commencer par la première question qui va plutôt s'adresser aux professionnels de santé pour faire le lien avec les propos que vous venez de tenir. Comment obtenir la parole d'un enfant quand on est un professionnel de santé, surtout quand ce dernier est accompagné euh, souvent des parents, donc potentiellement des agresseurs à ces rendez-vous médicaux. Alors, effectivement, c'est pas possible d'interroger ça devant les parents. Ça peut donner un peu des idées. Enfin, on peut avoir des suspicions. Et dans ce cas-là, c'est soit nous, dans notre position, c'est un peu compliqué pour les généralistes, soit selon l'âge de l'enfant, ça peut être effectivement difficile. Soit, en tant que médecin généraliste, vous avez la possibilité de rencontrer l'enfant tout seul. Alors, je parle des généralistes parce que je me suis mis en position de médecin et peut-être que c'est complètement quelqu'un d'autre qui a posé la question. Soit, eh bien, c'est impossible. Vous voyez que c'est pas possible de recevoir l'enfant seul. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à adresser vers un psychologue ou le CMPEA de secteur ou un psychiatre ou tout autre professionnel pour essayer de recueillir sa parole dans un autre espace ou de faire le lien avec quelqu'un d'autre. Mais effectivement, ce n'est pas des choses qui peuvent s'interroger. Ça n'a pas de sens de l'interroger devant les parents. Après, on peut quand même s'autoriser à dire devant les parents, est-ce que vous pensez que votre enfant a déjà été victime ou témoin de violences physiques, verbales, sexuelles de manière assez large pour donner quand même la possibilité ou observer les réactions aux parents, peut-être à l'un des parents de vous recontacter derrière ou à l'enfant, lui, de demander à vous voir tout seul. Mais c'est effectivement compliqué d'interroger l'enfant devant ses parents et peu pertinent parce que finalement, vous allez mettre l'enfant très mal à l'aise. Je sais pas si j'ai bien répondu. De mon côté, ça me semble bien. Madame Desclosal, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ou c'est bon de votre côté? Très bien, donc on va passer à la question suivante. Euh, Concernant la preuve de l'inceste, notamment sur le long terme, comment une personne peut-elle ramener la preuve après de longues années? Alors, je peux juste intervenir. Après, je passe la parole à Charlotte. C'est justement toute la question de la prescription, hein. C'est justement ce qui est très, très compliqué. C'est-à-dire que même lorsqu'un enfant parle très tôt, c'est difficile de rapporter la preuve de l'inceste parce que dans la plus grande partie des cas, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve physique. C'est bien toute la difficulté de l'inceste, c'est qu'on a la parole de l'enfant, parfois même pas, des témoignages contre... voilà, dans certains cas, on a des témoignages, mais c'est quand même très rare.
Et toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure les traumatismes de l'enfant peuvent constituer une preuve de ce qu'il a vécu. Et en droit français, c'est pas vraiment le cas, mais je laisse la parole à la pénaliste. J'ai pas grand-chose à rajouter, c'est effectivement ce que tu as dit. En théorie, la preuve est libre, donc on pourrait porter n'importe quel moyen, un témoignage, etc. Mais lorsque l'infraction est ancienne, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. S'il y a des témoignages qui peuvent venir corroborer, ça peut être un élément. S'il y a plusieurs victimes, par exemple, et que le fait de discuter, on arrive à retrouver une autre victime, là, ça fait un faisceau d'indices, mais après, le magistrat, il apprécie au cas par cas avec les preuves qui lui sont apportées. Comme je disais tout à l'heure, la grande difficulté, c'est que malgré tout, il ne faut pas oublier la présomption d'innocence non plus. Et donc, c'est un travail très difficile. Donc, en fait, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, c'est pas une obligation de répondre systématiquement à une question. Donc, je vous propose de passer à la suivante. Il a été dit qu'un jeune enfant ne peut mentir lorsqu'il dénonce les faits d'inceste puisqu'il n'a aucune notion de sexualité encore. Comment expliquer que la notion d'aliénation parentale soit encore majoritairement opposée aux parents plaignant d'un enfant les faits subis par l'enfant? Qu'elle est aussi par écrit si vous le souhaitez dans les questions. Alors, normalement, le terme d'aliénation parentale, alors ça, je laisse mes collègues de droit dire, mais n'est plus autorisé. On ne peut plus employer ce terme-là dans les procédures. Il me semble que ça a été interdit par Madame Rossignol, pardon, il y a quelques années. Si on revient un petit peu à d'où ce terme vient, quand même, c'est un terme qui a été développé par Gardner, hein, qui était un pédopsychiatre américain, devant l'augmentation du nombre de signalements pour maltraitance sexuelle de la part d'un parent. Donc ça venait un petit peu après, il y a eu quand même beaucoup de choses autour de la pédophilie, tout ça. Donc c'est quand même un concept qui est très critiqué, hein, le syndrome d'aliénation parentale. Normalement, on n'a plus le droit d'être utilisé dans les procédures pénales. Je crois, je laisse mes collègues le dire, mais Mais je crois qu'il n'y a pas d'interdiction formelle, mais en effet, c'est beaucoup moins mis en avant qu'avant. C'est surtout problématique, il me semble, justement, dans les procédures civiles plutôt. C'est-à-dire que lorsqu'une mère, par exemple, va demander une autorité exclusive de l'autorité parentale, ou la résidence, ou la suspension du droit de visite, le père va accuser la mère d'aliénation parentale et va dire, mais en fait, elle est fusionnelle avec son enfant, elle veut limiter les liens entre elle et moi. Et c'est sa défense qui parfois marche et qui aboutit à ce qu'on peut arriver à une résidence chez le père, par exemple, une résidence alternée, parce que la mère n'a pas de preuve de l'inceste et qu'à l'inverse, ben, le père peut qualifier l'attitude de la mère, qui est très protectrice et pour cause, d'aliénation parentale. Enfin, on n'utilise plus ce mot, mais c'est un peu cette idée. après, dans tous les cas, ça vient questionner quand un enfant évoque des violences sexuelles, enfin, dans quelle famille on utiliserait ça? La question de l'utilisation des violences sexuelles de la part d'un parent contre l'autre parent vient dans tous les cas questionner la dynamique familiale et devrait interroger tous les professionnels pour qu'il y ait au moins une évaluation sociale, à mon sens. Ce serait déjà la première chose. Après, j'ai pas dit qu'un enfant ne pouvait pas mentir. Un enfant peut mentir quand il peut se représenter les choses dont on parle. Hein, c'est pas pareil, effectivement, une petite fille dise, entre les atteintes sexuelles et les viols, c'est pas pareil, d'accord? On n'est pas, je dis pas qu'un enfant ne peut pas mentir, mais un enfant ne va pas vous raconter qu'on lui a mis quelque chose dans l'anus naturellement. Vous voyez, il peut pas se le représenter ça. Il peut pas se représenter normalement ce que fait un pénis en érection, c'est ce genre de choses qui est pas possible. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose à cette question? Alors, je vous en propose une autre. Lorsqu'un enfant confie à un des deux parents des propos qui nécessiteraient une évaluation par un professionnel de santé, que peut faire le parent protecteur pour ne pas se mettre en défaut? Est-il autorisé à emmener l'enfant voir un ou une pédopsychiatre en libéral sans l'autorisation du parent potentiellement agresseur? Et est-ce que cela pourra lui être reproché lors d'une procédure judiciaire? Alors, je vais encore répondre du coup, mais alors en fait, pour un suivi ou une prise en charge en pédopsychiatrie et en psychiatrie de manière générale, l'autorisation des deux responsables de l'autorité parentale est nécessaire.
Après, pour une évaluation, il y a quand même un flou. Donc, pour une première évaluation, logiquement, si vous voulez, le parent peut aller voir un professionnel pour qu'il réponde à ces questions. Et après, par contre, le professionnel peut être attaqué s'il ne contacte pas le père derrière pour dire qu'il a reçu son enfant. Parce que le père ou la mère, à l'inverse, hein, mais doit être informé de cette consultation et doit donner son accord pour la poursuite ou pas des soins s'il y a une proposition de soins derrière. Ensuite, le professionnel de santé qui recueille le témoignage de violences sexuelles, le rôle du professionnel, du médecin, c'est pas de juger si c'est vrai ou c'est pas vrai. Nous, c'est pas du tout notre place. Nous, notre position, c'est de recueillir la parole de l'enfant, de lui dire que nous, on le croit et qu'on va faire des démarches en ce sens-là. Et puis après, l'évaluation, elle nous appartient plus, hein, j'ai envie de dire. On n'est pas là pour juger, nous. Par contre, on est là pour entendre l'enfant, pour essayer de comprendre pourquoi il a pu tenir ses propos et qu'est-ce qui se joue derrière. Voilà, donc un parent peut aller consulter un pédopsychiatre, mais pour qu'il y ait une mise en place de suivi derrière, il faudra l'autorisation du deuxième parent. Et si jamais c'est compliqué, ce qu'il est possible de faire, je crois, c'est saisir le juge aux affaires familiales pour demander une délégation partielle de l'autorité parentale pour les soins. Juste, je peux me permettre, Oui, alors le dernier point, c'est un peu, c'est pas une délégation, mais c'est vrai que le juge d'affaires familiales peut demander, enfin, peut donner l'autorisation pour des soins, mais peut-être qu'il serait bon aussi de rappeler, vous l'avez entendu, mais pour les personnes qui nous écoutent, que quand un professionnel constate ce genre de fait, il doit faire il peut faire une information préoccupante, c'est-à-dire faire une sorte de signalement au conseil départemental ou un signalement judiciaire au procureur de la République. Et dans ce cas-là, en effet, vont s'enclencher toute une série d'examens, et notamment l'enfant va être conduit au COVA, enfin dans un centre d'accueil d'urgence où il y aura là aussi une expertise qui peut entraîner un certain nombre de mesures qui vont être prises pour l'enfant sans autorisation du ou des parents d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous, en principe, un psychiatre ou un psychologue ne peut pas entamer une thérapie. C'est bien justement le sens des suspensions d'exercice de l'autorité parentale. C'est justement pour que l'enfant puisse bénéficier d'une expertise, enfin de soins psychologiques ou psychiatriques, sans l'accord des deux. Parce que s'il y a un exercice exclusif, seule la mère, dans nos exemples, pourra consentir et il n'aura pas besoin d'autorisation du père. Je compléterai juste pour dire que l'inceste peut toucher des enfants suffisamment grands, alors soit qu'ils aient subi l'inceste récemment, soit qu'ils l'aient subi très tôt mais qu'ils n'ont pas parlé. Et dans ce cas-là, il y a une disposition qui permet à l'enfant de demander des soins sans que ses parents n'y consentent ou sans que l'un de ses parents n'y consente. Et on peut faire jouer, c'est l'article L1105 du Code de la santé publique, et on peut faire jouer cette disposition pour faire bénéficier de soins une jeune fille ou un jeune homme qui serait discernant et qui demanderait à ce que ces soins soient appliqués sans que ses deux parents n'en soient avertis. Il peut y en avoir un, mais en tout cas pas les deux. Merci beaucoup. On va passer à une autre question. Comment expliquer que le principe de précaution ne prime pas sur le principe de présomption d'innocence, en particulier dans les situations de suspicion d'inceste? C'est une question très difficile. Il faut savoir que le principe de présomption d'innocence, il n'est pas seulement prévu par la loi, il est prévu aussi par tout un tas de règles qu'on appelle des règles qui ont une valeur supérieure à la loi, et notamment des règles internationales, européennes, auxquelles la France a adhéré, y compris des règles de valeur constitutionnelle, ce qui fait qu'en fait, on peut pas porter des atteintes aux présomptions d'innocence n'importe comment. C'est vraiment très, très encadré. On considère que ça fait partie des éléments fondamentaux d'une démocratie, etc. Donc, il y a certaines mesures provisoires qui peuvent être mises en place. Ça a été évoqué, notamment d'un point de vue civil, même d'un point de vue pénal. Par exemple, la détention provisoire, c'est même si la personne est présumée innocente, elle va quand même être incarcérée un certain temps, etc. Mais il faut que tout ça ce soit nécessaire, proportionné, apprécié au cas par cas par des magistrats. Et donc, on ne peut pas dire de manière générale le principe de précaution prime sur la présomption d'innocence. C'est-à-dire que
juridiquement, par rapport à toutes les règles qui existent dans notre système français, ce serait impossible d'avoir une solution comme ça aussi générale. Je ne sais pas si ça répond à la question et si Adeline, tu veux compléter ou... Bon, je suis d'accord, même si on peut faire un peu bouger les lignes dans ce domaine où justement on va être, on avance pour une prise en compte de la parole de l'enfant. Et ce qu'on disait tout à l'heure, de plus en plus on tient compte des conséquences psychologiques, etc., que l'enfant peut, enfin, qu'on peut constater chez l'enfant, même si ça reste pas, mais voilà, mais on va avancer peut-être plus tôt qu'on ne l'aurait fait à une certaine période dans la procédure, dès lors qu'on a ce type d'éléments, même si ce n'est pas des éléments de preuve. Mais ce qu'on peut dire, c'est que toute la partie dont j'ai parlé sur la suspension de l'exercice d'autorité parentale, le droit de visite, ce sont des atteintes à la présomption d'innocence, puisque on met l'enfant à l'abri en fait de l'auteur, alors même qu'il n'a pas été condamné. Et ça, c'est quelque chose de très important, qui est vraiment une grande avancée dans la protection de l'enfance. Et c'est une manière, en fait, de faire au civil ce qu'on ne peut pas faire aussi directement au pénal, en sachant, mais on n'apprend rien à personne, mais il faut quand même se rappeler que ce type de procédure, ça dure très longtemps. C'est la raison pour laquelle aussi, on permet aussi d'intervenir assez tôt en matière civile pour que l'enfant ne subisse pas les contre-coups finalement de l'enquête pénale. Une personne qui rebondit sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'y a pas également une atteinte grave aux droits fondamentaux des enfants, droit à la sécurité ou à la protection? Oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est un équilibre entre les deux et c'est la raison pour laquelle on va mettre en place, parce que c'est pas encore le cas, hein, mais on va mettre en place une protection de l'enfant, mais qui n'est pas une protection pénale. Et je voudrais dire, alors c'est pas du tout contre le droit pénal, hein, mais il faut quand même bien se rappeler que le droit pénal, c'est pas son objectif, c'est la répression des infractions, la sanction de ses auteurs. C'est pas la protection de la victime au sens presque, j'allais dire, physique du terme. Certes, la condamnation participe de la protection, mais la protection de l'enfant, elle relève davantage du droit civil que du droit pénal. Enfin, c'est mon opinion. Je sais pas, Charlotte, si tu es d'accord. Oui, oui, je suis entièrement d'accord, mais ce que je voudrais dire, et encore une fois, bien sûr, si je suis ici ce soir, c'est que j'ai à cœur l'intérêt de l'enfant comme tout le monde, mais si vous voulez, il faut se mettre à la place du magistrat qui doit statuer sur un dossier. Lui, il va statuer sur les éléments qu'on lui présente. Et si la victime, elle est certaine d'être victime, le magistrat, ben, il a les déclarations de la victime ou de sa mère, par exemple, ou d'une autre personne. Il a aussi les déclarations de la personne qui est suspectée. Et il doit un peu faire la part des choses. Et il y a peut-être un doute aussi. Et c'est pour ça qu'il y a quand même la présomption d'innocence aussi, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur judiciaire. Alors, bien sûr, hein, le principe de précaution, l'intérêt de l'enfant, tout ça, c'est extrêmement important. Comme ça a été dit, il y a déjà certaines mesures qui existent, mais il ne faut pas oublier non plus que potentiellement, si le magistrat commet une erreur, ça peut avoir des conséquences gravissimes sur la vie de la personne qui a été accusée à tort. Je dis évidemment pas que c'est la majorité des cas, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a ces garanties également. On peut rajouter, c'est qu'en fait, c'est très très compliqué si l'auteur n'avoue pas. Si l'auteur avoue, la procédure pénale n'aura pas du tout le même profil que s'il n'avoue pas, parce que finalement, c'est la seule hypothèse où, comme le dit Charlotte, le magistrat peut avoir une certitude. Et encore une fois, je crois qu'il faut vraiment différencier le pénal et le civil et travailler davantage sur le civil et le soin, c'est-à-dire que mettre l'enfant à l'écart de l'auteur par des mesures civiles et de permettre justement par ce biais de lui donner accès aux soins en retirant le droit pour l'auteur présumé de décider ou pas de soins pour l'enfant. Merci. Alors, vu l'heure, je propose de conclure ici les échanges. Le webinaire devait se terminer à 19h30, on a un peu débordé. Alors, je suis désolée pour toutes les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Le webinaire a été enregistré
Nous verrons très prochainement si nous le déposons sur notre chaîne YouTube. Alors pour cela, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Désolée, ça fait un peu promotion du sujet, c'est un peu malvenu, mais bon, si vous souhaitez voir la rediffusion, voici les liens où nous vous annoncerons que le replay est disponible. Je tiens à remercier les intervenantes pour leurs propos, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci aussi au public qui était nombreux. Je vous informe également que nous faisons un webinaire environ par mois et donc que le suivant aura lieu le 12 décembre sur le thème Limiter l'impact des banques sur le climat, réalité ou utopie. Et les intervenants seront Carlos Manuel Alves, qui est maître de conférence en droit européen à l'Université de Bordeaux, Garance Laurent, qui est analyste ISR à Goodvest, Emilia Ngoami, pardon, qui est présidente d'Oxfam France, et Gauthier Simon, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Donc voilà, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux pour ces informations. Et encore un grand merci à toutes les intervenantes pour ces échanges. J'espère que vous, public, cela vous a plu. Et merci d'avoir assisté à ce webinaire sur ce sujet assez sensible. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.